On pourrait faire ça en France. Pourquoi on peut pas le faire? Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui plonge cette semaine dans les allées sombres et tortueuses de Suburra, le film de Stefano Sollima qui nous emmène dans les méandres de la corruption à l'italienne, l'occasion d'aller faire un tour avec Délice dans le cinéma made in Italy des années 70 où il puise une partie de ses références et de son héritage. Pour causer de tout ça, deux capots di tutti capi, Julien Dupuis, salut Julien. Bonjour. Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. Allez, c'est Nos Ciné, épisode 32 et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Suburra, c'est une histoire à multiples facettes, celle du quartier de Rome qui porte ce nom, acteur et décor d'un grand projet immobilier où se mêlent et s'affrontent politique, Vatican, mafia, tous les ingrédients qu'on aime et la recette idéale pour que tout ça se passe très mal. Sei stato tu? È stata Roma. Nos deux amis autour de la table ont vu Suburra, mais qu'en ont-ils pensé? Julien. C'est formidable. Merci Julien. Je pense Je la que fais à chaque fois, je m'en lasse pas. pour présenter le film, c'est certes un polar, c'est un film noir, mais c'est avant tout un film choral. C'est-à-dire que c'est un film qui ausculte toute une communauté, toute une cité, en partant des strates les plus basses pour aller aux strates les plus hautes, voire même à des strates divines. C'est-à-dire que le film se sublime en fait son contexte social avec une espèce de sous-texte presque métaphysique en quelque sorte. Déjà il y a un aspect religieux puisqu'il y a le Vatican qui est impliqué comme tu l'as dit précédemment, très bien. Merci. Mais aussi il y a tout le film est articulé en fait autour de l'imminence d'une apocalypse, donc il y a une espèce de compte à rebours comme ça avant un événement dramatique qui va refondre en fait toute cette hiérarchie très malsaine. Et puis il y a même visuellement, il y a par exemple la majeure partie de l'action est noyée sous une pluie littéralement diluvienne, avec un gros travail comme ça sur l'eau qui à la fois nettoie les péchés mais qui aussi les provoque ou les cache, etc. Et ça fonctionne super bien. C'est-à-dire qu'il y a un socle extrêmement crédible dans Suburra. C'est basé sur un livre qui est lui-même basé sur des enquêtes. Et Stefano Sollima, le réalisateur, a lui-même fait beaucoup de recherches pour avoir un bagage très crédible au niveau de son propos, mais il n'oublie pas en fait d'aller au-delà de tout ça et de présenter des personnages assez archétypaux finalement. Voilà. Le film s'appelle Suburra, c'est une référence à un quartier de la Rome antique, Suburra. Et il y a comme ça d'ailleurs une espèce de voyage dans le temps presque. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une présentation de Rome dans le côté vieille ville millénaire et aussi un côté extrêmement moderne il y a notamment un café qui s'appelle Abu Dhabi ou Dubaï ou quelque chose comme ça, enfin voilà, avec des néons, etc. Et voilà, c'est assez énorme en fait comme film, c'est assez monumental, c'est très imposant. Et c'est très beau. Et le film va même jusqu'à parfois donner des scènes presque fantastiques, ou en tout cas oniriques. Notamment avec une scène de rêve où les personnages influent sur le décor. Enfin, tu sais pas trop si c'est le décor qui change parce que lui il le rêve ou si c'est le décor qui change parce que tu es dans son rêve, etc. Donc c'est assez impressionnant. Stéphane. C'est effectivement un film extrêmement ambitieux et c'est évident en fait quand t'en sors, quoi, parce que c'est un film choral comme le dit Julien, qui effectivement mêle plus ou moins toutes les couches de la société italienne, enfin romaine en l'occurrence. Et le truc c'est que ce qui est moi je trouve passionnant avec le film, c'est que à part peut-être sur l'aspect du Vatican où je trouve que c'est un peu trop léger la façon dont c'est abordé, c'est-à-dire c'est au début, ça revient à la fin et voilà, c'est un encadrement on va dire de l'intrigue générale. À part ça où c'est un petit peu traité en sourdine, tout est traité avec une certaine égalité et il n'y a pas, enfin à part peut-être éventuellement un tout petit moment, en fait, il n'y a pas de faute de scénario, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment tout coule de source et c'est extrêmement complexe à écrire parce que c'est plusieurs couches t'as les mafieux gitans, t'as qui sont formidables, voilà, des personnages absolument truculents. Voilà, t'as les hommes politiques voilà, qui sont dans la débauche et dans l'opulence. Et moi, il y a un plan, par exemple, qui m'a frappé quand j'ai vu le film, c'est le personnage de l'homme politique, en fait, qui a une soirée de débauche, en fait, qui se termine mal. Et t'as ce plan en fait où après avoir baisé, il se retrouve à la fenêtre de son grand hôtel qui est sur la place de Rome, voilà, magnifique et tout, et il se met à pisser au milieu de la pluie, au milieu des passants, et
et littéralement à pisser sur la ville, quoi. Et avec sa pluie, la pluie qui nettoie cache, ça, voilà, sa pisse. et donc esthétiquement le plan est super fort, symboliquement le plan est super fort, et il en dit long sur ce que Sollima, la façon dont Sollima aborde tous ces personnages. Mais il y a un truc qui est très intéressant, c'est que c'est des archétypes, comme le dit Julien, mais il y a toujours l'idée de ne pas perdre de vue l'aspect humain de ces personnages. Dans l'écriture, des tout petits détails qui font qu'à un moment donné, on comprend ce que tous ces personnages ont à perdre au-delà même des enjeux économiques, financiers, voilà. Et c'est super payant parce que ça les rend humains. Oui. Ça rend, y a plusieurs personnes qui meurent, qui se font abattre. Oui. Donc c'est parce que c'est un vrai polar, hein, et ça rend les scènes d'autant plus fortes. Et il y a effectivement aussi un sens de la mise en scène qui est assez poussé, quoi. Julien. Pour contrebalancer exactement ça, c'est-à-dire que c'est à la fois des personnages très humains, mais c'est aussi des personnages qui sont représentatifs d'un milieu, et donc d'un lieu souvent. Très souvent, dans Subura, le personnage t'est présenté à travers le lieu, comme s'il était l'incarnation du lieu, comme si le lieu l'incarnait. Il y a un personnage qui est extrêmement touchant, qui s'appelle Sebastiano, si mes souvenirs sont bons, qui est une espèce de mondain pas possible, et lui, il est introduit par une maison qui est une villa qui a l'air de complètement dominer la ville, et qui est en fait un château de cartes, parce que c'est une maison qui est extrêmement flashy, il y a un système de jeu de lumière en fait dessus, parce que c'est pendant une fête. Mais tu sens qu'il n'y a rien en fait derrière tout ça. Tu sens que c'est du vide et que c'est littéralement que de la façade. Et ça, c'est une figure de style que Sollima réutilise plusieurs fois. C'est-à-dire, l'homme politique, c'est par le Parlement. Il y a une espèce de tueur à gages, homme de main, qui est pétri de frustration. Lui, c'est par une plage avec une ouverture vers la mer, comme ça. Et c'est le seul personnage, c'est peut-être le personnage le plus touchant d'ailleurs, je trouve personnellement. C'est le seul personnage qui a un rêve. Donc lui, il sort de la ville. Tu vois, il a cette espèce de perspective qu'il ne pourra pas atteindre avec cette mer. Et c'est extrêmement cinématographique. C'est super touchant et super efficace, quoi. Subura, on l'a dit, c'est au cinéma en ce moment et on continue. Vieni via di qui. Ouais, moi, dès qu'on parle d'Italie, je me pense à Paolo Conte, c'est obligatoire. Si le grand public est très familier de l'empreinte indéniable qu'auront laissé les cinéastes italiens sur ce genre ô combien codifié qu'est le western, on connaît par contre moins, et c'est dommage, la richesse de leur production en termes de films noirs. Et pourtant, dans les 70s, ils furent nombreux à s'aventurer avec succès, ça applaudit derrière, mais c'est pas pour nous, sur ce terrain. Parmi eux, on saura pas pourquoi. Parmi ceux qui se sont aventurés sur ce terrain, un autre Sollima, Sergio, le papa de Stefano, auteur d'une poignée de films coup de poing rythmés pour la plupart par les immenses bandes originales du non moins gigantesque Ennio Morricone. On n'est jamais déçu par Ennio. C'est un extrait de la BO de La Cité de la Violence de Sergio Sollima. Donc c'est quoi l'impact de ce cinéma et pourquoi est-ce qu'on le connaît aussi mal, Stéphane ? Alors, bon, je pense que déjà il y a on connaît très bien l'origine. Hein, là on parle. Tu veux parler du cinéma de genre italien en général ou du cinéma noir italien des années 70 d'accord. Peut-être. Parce que moi j'allais partir plutôt sur Sergio Leone, c'est vrai qu'il n'en a pas fait évidemment, et rebondir sur le père Sergio Sollima, et le fait que le père de Stefano, le père de Stefano Sollima, le réalisateur de Subura, exactement, et introduire l'idée que tous ces artisans en fait derrière sont dans cette ombre gigantesque en fait d'un cinéaste comme Sergio Leone qui est reconnu mondialement et qui a été reconnu mondialement au moment où il a explosé. Avec pour une poignée de dollars, il était une fois tout ça. Et le truc, c'est que tous ces films passent pour des films d'exploitation, et des cinéastes comme Sergio Sollima qui sont très méritants, hein, à mon sens. T'en as qui le sont moins, mais lui, il est très méritant, il a fait des très bons films. Se sont lancés dans cette mouvance-là, donc du coup, ils ont suivi un peu les goûts du public. C'est-à-dire, on est revenu. Sergio Sollima, lui, il a pas commencé, mais en tout cas, il s'est fait connaître avec le dernier Face à Face, avec Thomas Milian. C'est un western, Colorado, avec Lee Van Cleef, qui sont des entre guillemets présentés comme des films d'exploitation dans la mouvance des films de Leone. Et ensuite, il s'est intéressé au polar quand le genre a commencé à devenir populaire en Italie. Il l'a été à la fin des années 60, début des années 70. Le morceau qu'on a entendu, c'était La Cité de la Violence de Morricone. C'est un film avec Charles Bronson, qui est un film formidable, extrêmement opératique, extrêmement dur aussi. Je spoilerai pas, mais le final du film, une scène de snipe incroyable, quoi, formidable, super émouvante, quoi. Un très bon rôle pour Bronson, parce que Bronson à l'époque, il faut savoir que c'était aussi un acteur qui était certes connu aux États-Unis comme un second rôle,
mais qui est parti un peu en Italie grâce notamment à Était une fois dans l'Ouest et qui est devenu une star dans l'Europe et qui du coup a eu beaucoup de premiers rôles avant de revenir aux États-Unis en premier rôle sur le justicier dans la ville. Donc en fait tout ça s'est nourri et voilà. Après l'époque en soi, l'Italie c'est Alors, le truc c'est que je crois qu'il y avait une petite tradition du film noir en Italie, mais je pense que tous ces films-là découlent surtout à mon avis, de French Connection. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y aurait pas eu ce précédent-là, ces films-là n'auraient peut-être pas eu tout à fait le même look, la même façon de filmer, etc. C'est-à-dire qu'il y a un côté, contrairement au western italien, formellement, c'est généralement moins baroque, en fait, le polar italien. C'est beaucoup plus frontal, beaucoup plus frondeur. Si je pouvais trouver un équivalent, peut-être par la suite, ce sont certains polars hongkongais des années 80, certains films de Ringo Lam, peut-être Police Story, ce genre de choses. Et il y a souvent d'ailleurs des scènes de poursuite en voiture dantesques. Non pas dans leur cascade, mais dans leur immédiateté, dans leur violence. Qu'on retrouve aussi chez French Connection. Voilà, exactement. Et c'est très gore et très violent. Et puis le truc aussi avec les polars italiens, c'est que c'est une époque troublée. En Italie, il y a beaucoup d'histoires de corruption, de violence et la mafia. Plus tard, il y a eu donc les brigades rouges. Les brigades fascistes, l'assassinat d'Aldo Moro. Voilà, exactement. Et donc tous ces films-là ont été en gros le réceptacle pour être une espèce de défouloir. Ce sont des films enragés en général. Il y a un mélange détonnant et totalement improbable dans le cinéma aujourd'hui. Est-ce qu'ils n'ont pas pâti d'une certaine mauvaise réputation aussi sur les thèmes qui transportaient? On a pu leur reprocher d'être des films justement un peu noirs, un peu fachos, un peu fascisants. Enfin, c'est-à-dire que tu te retrouves, il y a très très souvent un schéma narratif qu'on retrouve d'ailleurs dans le western, qui est tous pourris. Donc la seule issue possible pour l'homme de s'en sortir, c'est de prendre lui-même les armes et de se faire justice lui-même. Voilà. Et ça, c'est une thématique qu'on retrouve extrêmement souvent dans. Oui, puis qui vieille comme le cinéma. Dans Revolver de Sergio Sollima, tu avais ça aussi. Et tu as un parallèle aussi avec le western italien, qui est cette espèce de coproduction internationale, c'est-à-dire qu'il y avait des acteurs qui venaient un peu de tous les pays, un peu français d'ailleurs, des Anglais. Tu avais Oliver Reed encore une fois dans Revolver. Steph parlait tout à l'heure de Bronson, donc de Telly Savalas dans La Cité de la Violence, et donc tu as un peu le même schéma de production et la même production value, quoi. Le truc, c'est que après il faut faire une distinction, c'est-à-dire que comme il y a du bon et du mauvais dans tout ce genre de cinématographie, Julien a raison de comparer ça au cinéma de Hong Kong, et c'est un peu la même logique, c'est que pour 5 grands films de Hong Kong, tu as 15 sous-série Z mal branlés. Et quand on regarde beaucoup, quand on s'intéresse vraiment à cette cinématographie-là, tout de suite on voit les films qui ressortent. Les films du père Sollima ressortent vraiment. C'était la violence, Revolver là. Les films, on va dire entre guillemets fascisants de cette époque-là, c'est des films marrants à regarder, sympa, fun et tout, du bis quoi. Mais c'est les films de Mauricio Merli, des trucs comme ça, un peu vénère, où Thomas Millian cabotine, il joue le méchant, voilà. Et l'autre, il est raide comme la justice, c'est le cas de le dire quoi. Et dès qu'il y a je sais pas moi, un mec à peine à droite, il le fume parce que c'est pas assez quoi, tu vois. Donc c'est assez voilà, mais c'est tellement, enfin c'est presque du comic book à ce niveau-là, de ces films-là. Mauricio Merli, c'est un look, tu vois, très particulier, voilà. Mais le truc, c'est que l'idée de comparer ça aussi à des films un peu de Hong Kong, tout ça, c'est que t'as même t'as certains cinéastes qui ont effectivement pris enfin ils ont essayé de faire quelque chose de plus fort, en fait, de plus bigger, stronger, louder que par exemple French Connection. Je pense à comment s'appelle, The Big Racket par exemple, avec Fabio Testi qui est aussi dans Revolver, où t'as quand même une grosse scène de fusillade à la fin d'un quart d'heure, que bon, c'est pas resté dans les annales du cinéma mondial, mais c'est resté dans les annales des bisseux, parce que les gens disent waouh, c'est incroyable, c'est à toute épreuve. C'est pas à toute épreuve, c'est 1 heure à la fin de, voilà. Et c'est 100 fois plus virtuose, c'est pas filmé de la même façon non plus, mais c'est vrai que c'est des films, il faut le savoir en fait, qu'il y a ces petits trucs là. Donc il y a des vrais petits moments de cinéma, de mise en scène, des poursuites ici, des machins, des trucs jouissifs en fait, avec souvent une
caméra embarquée, c'est-à-dire que tu as souvent des scènes de cascade où tu te dis mais le caméraman est mort quoi. Enfin tu peux avoir des trucs comme ça. Il y a ces films qui sont aussi sans barrière. Alors ils sont sans barrière idéologique, mais ils sont aussi sans barrière on va dire physique des fois, mais aussi sans barrière sur le ridicule. Steph parlait de Thomas Millen qui a fait un personnage qui revenait dans plusieurs polars, le personnage du bossu, et qui était un personnage truculent, à la fois effrayant, glauquissime, mais en même temps très rigolo et très marrant. Et c'est un cinéma qu'on ne voit plus aujourd'hui parce qu'il y avait une vivacité économique et du coup artistique là-dedans qui ont créé des perles et des choses totalement à part, quoi. Et c'est la question que j'allais poser. Est-ce qu'il a un héritage, ce cinéma-là, quelque part, à part Suburra dont on a parlé, qui du coup il y a même un double héritage parce que c'est le fils de Hong Kong un peu, je pense. Hong Kong, mais il faut savoir aussi en Italie, le truc c'est que le cinéma italien c'est un peu comme le cinéma anglais dans les années 80-90. C'est un cinéma qui est mort avec la télé, mort avec Berlusconi, l'arrivée de Berlusconi à la télé, tout ça, mais qui peut effectivement produire de temps en temps quelques films forts qui sortent en fait voilà. Et je pense que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, enfin ce que je disais en antenne, je pense qu'il y a c'est tellement fort en fait, ce cinéma était tellement fort, tellement ancré à une époque. Aujourd'hui les Italiens regardent pas les polars italiens, ils s'en foutent, c'est les bisseux français, américains qui s'excitent là-dessus quoi, et qui aiment ça et tout, mais qui perpétuent le truc. Mais par contre il reste en fait quand même une logique de polar. T'as quelques films qui sortent comme ça de temps en temps. Moi je pense il y avait l'escorte du fils Tognazzi dans les années 90 qui était assez solide. Bon, il manquait une vraie grande scène d'action dedans pour rendre le truc vraiment homogène et tout, mais c'était assez solide, ça fonctionnait. Il y avait, dans mon souvenir, je l'ai pas revu depuis longtemps, très grand film, moi je trouve dans les années 2000 qui est arrivé d'Erchi Amore Ciao de Soavi quoi. Mais c'est pareil en fait, ce qui est formidable avec ces mecs là, c'est qu'un mec comme Soavi qui est un mec extrêmement talentueux à mon sens, mais qui est Soavi, c'est que c'est un type qui est capable en fait de passer du cinéma d'horreur avec De la Morte d'Amore au polar comme ça, et c'est pas un problème. Et c'est la même chose avec le père Solima qui faisait un western et qui faisait un polar sans problème quoi. Et ça fonctionnait dans les deux sens en fait. C'était pas aujourd'hui un réalisateur de polar il fait des polars, un réalisateur de je sais pas, chez nous par exemple, Olivier Marchal il fait pas autre chose que du polar quoi, voilà. Et donc toute cette vivacité, cette infusion en fait, je pense qu'elle est donnée par les ailes en fait que Sergio Leone a pu donner en fait au cinéma mondial italien, enfin au cinéma italien dans la renommée mondiale quoi, et je pense que ça joue là-dedans quoi. Et c'est très compliqué parce que encore une fois je pense que tu sortiras un film comme ça, même peut-être le moins violent de ces polars là aujourd'hui, ce serait il se ramasserait une tollée monstrueuse quoi. Bon là il y a le recul historique qui fait que tout ça c'est éteint, et puis effectivement c'est réservé à quelques cinéphiles et tout encore pour l'instant, et quelques bisseux comme disait Steph, mais voilà. Et c'est vrai que même un film pas forcément détestable mais avec des gros problèmes comme Colt 45 de Fabrice Duvels, qui pour moi il fait quand même référence à plusieurs reprises, clairement. Il y a cette espèce du coup de ce décalage un peu arty qui retire de la pureté quelque part du cinéma bis total, où les mecs ils vont pour se défouler à mort, plaire à leur public et sans se préoccuper d'avoir de la politique, de leur message. On peut rentrer encore plus loin là-dedans, c'est la façon dont le giallo par exemple est complètement retransformé. Le giallo c'est un autre genre italien et qui est aujourd'hui considéré comme un truc ultra autorisant. Et peut-être pour finir, moi il y a un film français pour le coup, je trouve qui est un peu l'héritier de ça, mais qui est beaucoup plus ancien, qui est Peur sur la ville en fait, qui est à la fois qui cite le giallo d'ailleurs, mais il y a un truc dans Peur sur la ville, à la fois dans sa violence, dans le personnage qu'incarne Belmondo, etc., qui peut rappeler en fait un peu ces polars italiens. Justement, si un mec comme Henri Verneuil avait été juste un des cinéastes qui nous aurait représenté dans la France dans le cinéma mondial, peut-être que notre cinéma de genre serait complètement différent aujourd'hui quoi. En tout cas, le polar italien, c'est tout un univers à redécouvrir, vous l'aurez compris, tout n'a pas été correctement réédité, mais qu'un peu de débrouille, on arrive quand même à retrouver tout ça. Pour finir, c'est la tradition dans nos ciné, recommandations de nos chroniqueurs, une petite minute chacun pour convaincre. On va essayer de rester dans le thème, Italie, film noir, tout ça, Julien. Moi je vais conseiller tout simplement Acab, qui est le premier film de Stefano Sollima. On n'en a pas parlé jusqu'à présent. Stefano Sollima, il a touché All un Cops peu... Are Bastards. Voilà, c'est ça. C'est exactement. C'est un film qui est sorti il y a 3-4 ans en salle, en plein été, un petit peu, qui est passé un peu sous les radars, qui a bien fonctionné, je crois, en Italie. Il y a une très belle édition DVD, double DVD italienne avec pas mal de suppléments.
Et voilà, c'est un film, c'est pas du tout formellement aussi baroque quelque part que Suburra, et puis c'est une narration, c'est également aussi quelque part un film choral, c'est plus un film de groupe on va dire qu'un film choral, et donc il y a un côté un peu plus brutal et tout dans la façon de filmer, c'est un beaucoup plus petit budget, etc. Mais on voit déjà en germe que il y a un vrai cinéaste là, il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire, qui a quelque chose à raconter et qui est habité par son sujet. Voilà, donc c'est un très bon film macabre. Stéphane. Moi j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais je vais remettre une couche dessus sur Arrivederci Amore Ciao, là, donc, qui est un film qui est sorti en 2006 chez nous, je crois, pareil en été, un peu en loose day comme ça a dû faire 50 entrées France quoi. C'est sorti en DVD, malheureusement pas en Blu-ray. Et c'est dommage parce que c'est un très beau film, enfin visuellement c'est assez fort, ça fonctionne, voilà. C'est l'histoire d'un gauchiste un peu repenti qui en fait se mêle dans des espèces d'affaires mafieuses et qui se révèle être la plus grosse pute de l'univers quoi. et c'est assez fort en fait, c'est un film qui a ses fans en France, mais qui est malheureusement pareil, c'est un peu une petite perle un peu oubliée. Donc c'est Michele Saovi, je crois que je sais plus chez qui ça avait été édité, mais je pense que c'est pas Wildside à l'époque déjà en 2006 quoi. Voilà, je sais pas si l'édition existe encore parce que ça date un peu quand même quoi, mais ça mérite vraiment d'être découvert. Et puis alors si les gens qui ont les droits nous écoutent, qu'ils éditent ça en Blu-ray bordel. Voilà. Le message est passé, notre temps est écoulé. Merci à tous les deux, merci à Jules à la technique autant qu'au public pour l'accueil. Prochain Nos Ciné, c'est dans une semaine, on parlera bien sûr de Star Wars. Et d'ici là vous nous retrouvez un peu partout sur le net, SoundCloud, iTunes, Deezer, YouTube, Facebook, Twitter, on s'appelle Nos Ciné à chaque fois. N'hésitez pas à réécouter nos précédentes émissions sur Crazy Amy, sur Le Pont des Espions, sur Spectre, sur Seul sur Mars, sur The Walk, sur les Muppets, sur Crimson Peak et sur Mad Max, on ne le dira jamais assez. En attendant, on vous dit à la semaine prochaine. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizy. Vous pouvez me retrouver tous les vendredis aux manettes de No Fun, le podcast musical qui donne de l'amour à Herbert Léonard et à Gucci Mane. Disponible sur iTunes, SoundCloud, Deezer, YouTube, Facebook et Twitter. À la semaine prochaine!